Pourquoi les experts racontent n'importe quoi? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est un avertissement important quant à l'avis des experts que vous entendez tous les jours quand ils vous prédisent les évolutions de votre marché, les évolutions du pays, les évolutions politiques ou économiques des années à venir. Ce livre s'intitule Future Babble de Dan Gardner. Et c'est un jeu de mots en anglais que je n'essaierai même pas d'expliquer en français et qui veut dire en fait en français le blabla au sujet du futur. Le sous-titre de ce livre, c'est « Pourquoi les prédictions des experts échouent et pourquoi on leur fait confiance quand même ». En fait, l'idée de ce livre, en fait, l'auteur s'est posé la question puisque tous les jours à la télévision, on entend les experts nous dire comment va la bourse et qu'est-ce qu'il faut attendre pour demain, puisque tous les jours, on entend des gens nous dire comment va évoluer le taux de chômage, l'économie, la croissance, etc. Quel taux de confiance peut-on avoir dans ces experts? Est-ce qu'on peut leur faire aussi confiance que dans l'avis des météorologistes sur la météo qu'il fera demain? Est-ce qu'il faut faire davantage confiance aux experts politiques, aux scientifiques, à Madame Irma qui regarde dans une boule de cristal l'avenir? Voilà, à qui peut-on se fier pour prédire le futur proche, à moyen terme ou le futur lointain et donc diminuer notre niveau d'incertitude? En fait, ce dont l'auteur se rend compte très vite dès le début du livre, en fait, c'est que si on veut vraiment avoir la réponse à cette question, si on veut vraiment être capable de déterminer mais qui peut nous donner une définition précise de la direction dans laquelle on va dans le futur, qui peut nous aider, nous aiguiller, qui a raison le plus souvent, eh bien, il faudrait pour cela mener une étude. La meilleure façon de faire, ce serait d'avoir un grand groupe d'experts d'origines diverses, d'opinions politiques diverses, de secteurs d'expertise divers, prendre ce grand groupe d'experts et leur demander leur avis sur un certain nombre de choses. Maintenant, la deuxième question, c'est si on leur demande leur avis, il faut poser des questions précises. Par exemple, si on demande aux experts « Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la tension au Moyen-Orient ?» Bon ben voilà, il suffit que l'expert dise « Oui, il y aura de la tension » et c'est pas suffisamment tangible. Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il y aura deux personnes qui s'engueulent dans un supermarché? Si on dit est-ce que le cours du pétrole sera élevé l'année prochaine? Oui, mais peu importe si j'ai dit oui, peu importe le prix l'année prochaine, je pourrais dire que oui, je considère que c'est un prix élevé. Donc, il faudrait faire une étude où on pose beaucoup de questions aux experts. On leur pose des questions vraiment précises et concrètes. Ensuite, on leur demande de préciser un pourcentage de certitude, c'est-à-dire un expert qui vous dit « je suis sûr à 100% que l'Inde et le Pakistan seront en guerre en 2042 », c'est un niveau de certitude totale. Par contre, s'il disait « il y a 50% de chances que le Canada construise un mur pour empêcher les Américains de s'enfuir après que Donald Trump soit président », bon ben 50% de chance, il est moins sûr. Donc, ça permettrait de savoir déjà si certains experts quel est le niveau de certitude qu'on peut accorder à un expert donné. Il faudrait mener en plus cette étude dans le temps, sur plusieurs décennies et voir le résultat. Et donc, il y a plein de critères en fait qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir mener une telle étude. Et ce serait donc hyper compliqué à faire si on voulait vraiment savoir qui a raison pour prédire le futur. Eh bien, il se trouve que quelqu'un a mené cette étude. Il s'agit de Philip Tetlock. Et en fait, dans le premier chapitre de ce livre, il raconte en fait comment Philip Tetlock a réuni plus de 284 experts, donc des agents de la CIA, des scientifiques, des hommes politiques, des économistes, des gens du gouvernement, des professeurs d'université, des journalistes dans les médias, des hommes de la rue. Il les a réunis en fait et il a mesuré plus de 27 450 prédictions au sujet du futur chez ces experts. Donc, il a demandé en fait des questions sur l'économie, même aux scientifiques, des questions sur la politique, même à l'homme de la rue, etc. Donc à tout le monde, on a posé toutes les questions et afin de voir en fait qui s'en sort le mieux quand il s'agit de prédire l'avenir. Et ensuite, on a observé dans le long terme les résultats des prédictions qu'avaient mené l'ensemble de ces personnes. Et là, c'est super intéressant de voir le résultat en fait, de son étude, parce que ce que cette étude a montré, c'est que, ça va peut-être vous surprendre, les personnes qui prédisaient le moins bien l'avenir,
c'était les hommes politiques et les économistes. Tout en bas de la pile, il y a les hommes politiques et les économistes, c'est-à-dire que vous avez plus de chances d'avoir une prédiction correcte de ce qui se passera l'année prochaine si vous prenez une pièce de monnaie et que vous tirez à pile ou face votre prédiction. On vous demande est-ce que l'année prochaine il y aura une famine au Zimbabwe. Prenez une pièce de monnaie, vous dites pile oui famine, face non famine, et bien vous avez plus de chances de trouver la bonne réponse qu'un homme politique. C'est une chose intéressante. Donc dans l'ordre en fait, du plus crédible au moins crédible, il y a les chefs d'entreprise. Alors c'est intéressant, les chefs d'entreprise. Okay. L'homme de la rue, les scientifiques, un singe qui donne des résultats au hasard, les tirages au sort d'une pièce de monnaie, les gens qui répondent en se fixant une règle, par exemple, toujours répondre toujours répondre avec un point de vue capitaliste à toutes les questions, ben vous avez très peu de chances de trouver la bonne réponse souvent, mais vous avez quand même une meilleure chance qu'un homme politique. Et les hommes politiques, tout en bas, genre avec un taux de prédiction correcte quasiment nul. Et donc, cette étude, elle est vachement intéressante. Et derrière, en fait, dans le reste du livre, l'auteur essaie d'expliquer, en fait, pourquoi est-ce que c'est si difficile de prédire correctement l'avenir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes porteur de projet, chef d'entreprise, eh bien, vous faites partie du groupe de personnes qui apparemment prédisent le mieux l'avenir. C'est intéressant. Alors qu'on a tant de mal à prédire pour nous-mêmes les résultats de l'année prochaine. Mais apparemment, on fait mieux que l'homme de la rue, qui lui-même fait mieux que nos hommes politiques. Et l'auteur explique en fait qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est en fait ce qu'il appelle le symptôme du chimpanzé. Alors le symptôme du chimpanzé ou du singe se base en fait sur un fait historique qui nécessite, donc dans l'histoire en fait il y a eu deux singes. En fait, il y a maintenant un peu plus de 100 ans, il y a un singe qui a attaqué dans la rue le chien d'un passant. Et le passant a essayé de défendre son chien. Et en essayant de défendre son chien, il s'est fait mordre par un deuxième singe. Et là, vous allez me dire, oui Sébastien, ok, le pauvre, il s'est fait mordre, mais en quoi est-ce que c'est grave? Eh bien, c'est grave parce qu'on est au début du XXe siècle et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, l'homme est mort des suites de cette blessure. Là, quel est le rapport avec la prédiction de l'avenir? Allez-vous me dire, mais en fait, l'homme en question qui s'est fait mordre, qui était un jeune homme en pleine forme, en pleine santé, qui s'est fait mordre et qui est mort de cette blessure, c'était le roi Alexandre de Grèce et on est en l'année 1920. Et non, on est dans les années 1920, non, c'est en l'année 1920. Donc on est en 1920 et le roi Alexandre de Grèce se fait mordre par un singe et meurt. Et le résultat, c'est que il ne se passe rien de spécial du fait de la mort du roi parce qu'il n'a qu'un pouvoir, on va dire, d'emblème en fait. C'est pas lui qui a le pouvoir politique dans le pays. Mais quelques mois plus tard, le parti qui gagne d'habitude les élections en Grèce perd les élections du fait que justement cette figure du roi n'est plus présente. Ils perdent les élections, ce qui fait qu'il y a un plébiscite qui fait revenir l'ancien roi qui était en exil. Cet ancien roi lance une campagne militaire en Turquie, 250 000 personnes meurent. Et Winston Churchill a dit un jour voilà, qu'un quart de million de personnes sont mortes à cause d'une morsure de singe. Si ce singe avait été écarté ou abattu avant, on aurait sauvé 250 000 personnes. Et cette histoire, en fait, l'auteur s'en sert pour expliquer à quel point on vit dans un monde imprévisible, on vit dans un monde dans lequel il y a ce fameux effet papillon. L'effet papillon qui est la façon traditionnelle dont on définit la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est H-A-O-S, pas chaos comme en boxe. La théorie du chaos explique que en fait, tout événement peut avoir des conséquences inattendues parce qu'on ne sait pas l'impact qu'il peut avoir. L'exemple le plus couramment donné, c'est le battement d'ailes d'un papillon en Afrique peut déclencher un ouragan de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, vous l'avez vu avec un singe qui attaque un chien et qui cause la mort de 250 000 personnes. Alors, ce n'est pas une chaîne de cause à effet absolue. La question c'est, est-ce que c'est vraiment ce singe qui a causé la mort des 250 000 personnes? Non. Mais est-ce qu'il y aurait eu cette guerre s'il n'y avait pas eu ce roi en exil qui est revenu? Probablement pas. Est-ce que ce roi serait revenu si l'autre était encore vivant? Probablement pas. Est-ce que ce jeune homme qui était roi, qui était en bonne santé, serait mort s'il n'avait pas été mordu par un singe qui lui a transmis une maladie? Probablement pas. Et en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, et la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous, c'est parce que
un problème qu'on a, c'est que trop de personnes font des prédictions d'avenir. Et parce qu'ils ont une certaine expertise ou autorité dans leur secteur d'activité, eh bien ces personnes vont créer un effet de confiance à cause de ce phénomène qu'on appelle l'effet de halo. J'explique ça dans mon livre « Le secret des entrepreneurs ». Je fais tomber ma pile de livre. J'explique ça dans mon livre « Le secret des entrepreneurs livres », le principe de l'effet de halo, qui est qu'une fois que vous démontrez une certaine qualité ou expertise dans votre secteur, les gens vont vous attribuer toutes sortes de qualités supplémentaires, ce qui est très bien quand vous faites du marketing, mais il faut se méfier, nous, en tant que clients, consommateurs, spectateurs, quelqu'un qui regarde la télé, qui lit les journaux, si vous le faites, alors que je vous ai déconseillé de lire les journaux, mais bon, il faut se méfier en tant que personne qui reçoit un message et se demander si justement ça fait partie, cette prédiction, du domaine d'expertise de la personne concernée. À titre d'exemple, beaucoup de mes confrères dans le secteur du marketing en ligne, parce qu'on est très intéressé par tout ce qui est nouveau, technologie nouvelle, beaucoup de mes confrères sont aujourd'hui très impliqués dans le domaine des crypto-monnaies et font la prédiction que les crypto-monnaies comme Bitcoin, qui est le leader à l'heure où je fais cette vidéo, Ethereum, qui est un de ceux qui ont grandi le plus vite ces dernières années, mais d'autres alternatives comme Litecoin, etc., font la prédiction que ces crypto-monnaies vont changer notre économie, que c'est un investissement que vous devriez faire. Eh bien, mon avis, ce n'est pas un avis sur les crypto-monnaies. Je ne vais pas vous donner mon avis personnel sur est-ce que c'est l'avenir, est-ce que vous devriez investir dans du Bitcoin ou autre. La réponse est non. Mais je vais vous donner mon avis sur la question issue de ce livre. Déjà, les experts d'un domaine ne peuvent pas vous prédire l'avenir dans ce domaine. Donc, les experts techniques en crypto-monnaie ne peuvent pas vous dire sincèrement, en vous regardant dans les yeux et en ayant raison au final dans 10 ans que vous devriez mettre votre argent dedans aujourd'hui. Donc, c'est de la spéculation basée sur du vent. Ensuite, les experts proches, on va dire les experts en liberté financière, etc., ne peuvent pas non plus vous prédire l'avenir de ce qui va se passer dans le cours des crypto-monnaies ou de n'importe quoi d'autre, du pétrole, de l'or, du dollar par rapport à l'euro. Personne ne peut vous le prédire avec certitude. Donc déjà, vous ne devriez pas les écouter. Alors, en plus, pour écouter les personnes qui ne sont pas les experts, du coup, qui sont l'homme de la rue, vous allez me dire, oui, mais Sébastien, l'homme de la rue est plus fiable pour prédire l'avenir. Ne misez pas vos économies sur l'avenir de l'homme de la rue, pas plus que sur le choix d'un chimpanzé qui tire au sort ou d'une pierre à pile ou face. Faites-vous votre propre avis sur les questions qui concernent l'avenir. Comment est-ce que l'économie de mon pays va avancer? Dans quoi est-ce que je devrais investir? Quelles technologies peuvent m'aider à développer mon activité? Où va mon marché et qu'est-ce que je peux faire pour être en avance de la concurrence? Personne ne peut vous donner ces réponses-là toutes faites, pré-mâchées, en ayant raison. Et s'il y a bien un truc que cette étude menée sur 27 450 prédictions prouve, c'est que personne ne peut faire cette prédiction en ayant raison.